chère Isabelle, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs de l'Université de Constantine I, Frère Mentori, Monsieur le secrétaire général de l'Université de Constantine I, Frère Mentori, Mesdames et Messieurs les doyens de l'Université et les directeurs de l'Université de Constantine I, et les vice-doyens et sous-directeurs de l'Université de Constantine I, membres et formateurs du projet de We4Lead de l'UCA, chers invités, c'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que nous vous souhaitons les bienvenus à l'Université de Constantine I, Frère Mentori, à l'occasion de la conférence de lancement du projet européen Erasmus Plus We4Lead, Women's Empowerment for Leadership and Equality in Higher Education Institutions. Donc, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, c'est la conférence de lancement. Étant donné, j'essaie d'expliquer un peu le projet avant de commencer à expliquer ce qu'a fait l'Université de Constantine I dans ce projet. Ce projet a été lancé en 2023 et c'était l'Université Mestranam qui occupait le Work Package numéro 3 et 6 avec l'Université Tunis El-Mana. Donc ensuite, l'Université Mestranam a quitté ce projet et l'Université de Constantine I a rejoint le projet en 2024, c'est-à-dire une année après le commencement et le début de ce projet. Alors, comme nous l'avons rejoint, parmi les objectifs du projet, c'est de lancer devant la gouvernance, devant les membres de l'université et la famille de l'Université de Constantine I, le projet. Je vais faire une brève présentation du projet We4Lead. Donc, We4Lead est un projet Erasmus et CBHE qui a démarré en 2023. Il a pour objectif principal de renforcer le leadership féminin dans les universités partenaires, dans l'Algérie, la Tunisie, la France, le Liban, l'Espagne et l'Italie. Le projet se déploie sur 3 ans et comporte plusieurs work packages articulés autour de la formation, de l'accompagnement et de la communication. L'Université Constantine I a intégré le consortium We4Lead en 2024, soit un an après le démarrage du projet. Son adhésion tardive n'a pas empêché une implication rapide et structurée grâce à une forte volonté institutionnelle de participer à l'avancement des projets des objectifs du projet. Depuis son intégration, UC1 a été désigné leader du Work Package 3, communication et sensibilisation, et co-leader du Work Package 6, cellule d'écoute aux côtés de l'Université de Tunis El-Mana. Le Work Package 3 vise à assurer une large diffusion des objectifs et activités du projet. En tant que leader, UC1 conçoit la stratégie de communication globale. Elle coordonne les actions de sensibilisation ciblant la communauté académique. Pour les livrables du Work Package 3, création d'une charte graphique et d'une identité visuelle du projet, dans le logo, définition des couleurs. Donc, ceci a été effectué avant l'intégration de l'UC1 par l'Université de Amsterdam. Concernant les tâches et les activités de l'UC1, donc parmi les tâches, nous avons la conférence de lancement qu'on vient de lancer aujourd'hui, dont l'objectif est de présenter le projet à la communauté universitaire, la création d'un portefeuille d'outils de communication pour toute la durée du projet. Et tous les livrables devront être réalisés d'ici le mois de janvier 2026. C'est la fin du projet We4Lead. Communication sur les réseaux sociaux de l'UC1 et parmi les tâches que l'UC1 devra faire, c'est conception de 12 capsules vidéo dans le cadre du projet. Parmi les réalisations de l'UC1 dans le Package 3, donc depuis juin 2024, l'UC1 a conçu les supports suivants dans le cadre de son portefeuille de communication. Donc une banderole, si vous pouvez le remarquer, elle est en bas, un dépliant et un teaser. Donc voilà la banderole qui a été réalisée par l'UC1, l'équipe UC1 du projet, avec un slogan « Empower Her, Empower the Future ». Ensuite, voici le modèle du dépliant, donc, qui comprend les objectifs
de chaque work package, de chaque partenaire des différents pays du projet, avec des photos de toute l'équipe lors des réunions. Je vous présente ainsi le teaser. Stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux. Pourtant, dans la réalité, de nombreuses inégalités persistent, que ce soit en termes de revenus, de ressources, d'éducation ou d'emploi. Les inégalités entre les deux groupes de sexe sont aussi présentes au sein des universités. En effet, une sous-représentation des femmes aux postes décisionnels et les mieux rémunérées est clairement constatée. Le projet We4Lead vise à atteindre l'objectif de développement durable numéro 5 dans l'enseignement supérieur. L'objectif est d'accroître la présence des femmes dans les instances décisionnelles universitaires en s'appuyant sur des dispositifs très concrets. Les actions mises en œuvre sont précisément ce qui les distingue des autres projets. Cellule parité, formation sur le leadership et les biais implicites de genre, tableau de bord genré. Autonomiser les femmes, c'est renforcer la société. Voilà, merci. Alors, concernant le Work Package 6, qui est les cellules d'écoute, donc le Work Package 6 est consacré à la mise en place et au suivi des cellules d'écoute. Aux côtés de Tunis Elmana, UC1 participe à la création des dispositifs d'accueil, au développement de la campagne de sensibilisation sur ces cellules et à la formation des personnels impliqués. L'implication de l'UC1 dans les autres work packages. L'UC1 est impliqué dans chaque work package du projet We4Lead. Un référent est désigné pour chaque work package afin de garantir une coordination efficace. Alors au total, le We4Lead, le projet est constitué de 8 work packages. Et nous avons des membres qui ont été désignés au niveau de l'UC1 pour chaque qui représente et qui travaille en coordination avec les autres partenaires. Elle participe activement à toutes les activités transversales du projet et cette implication lui permet de contribuer aux projets globaux du projet. Enfin, l'implication de l'UC1 dans We4Lead montre une volonté forte de s'inscrire dans une dynamique de transformation sociétale et universitaire. Le leadership du Work Package 3 et le co-leadership du Work Package 6 positionnent l'UC1 comme un acteur clé dans la visibilité, l'impact et la durabilité du projet. Je vous remercie pour votre attention. Alors si j'invite nos collègues tunisiens, si vous voulez, avant l'intervention d'Isabelle, j'invite nos collègues et nos partenaires de l'université Tunis Elmana à... Très bien. Ben, écoutez, je te remercie beaucoup et puis je suis ravie d'être parmi vous. Je tiens à vous remercier énormément, à vous remercier l'université de Constantine 1 pour l'accueil chaleureux. Et aussi pour la prise en main rapide du projet, parce que je dois avouer que nous sommes au niveau de l'université de Tunis Elmana. Je me présente, je suis Journée Karim, enseignante universitaire et coordinatrice scientifique du projet We4Lead pour l'université de Tunis Elmana. Quand on a commencé le projet en 2023, justement, on a fait le kick-off, on était les partenaires directs en fait. Vous savez que dans les work packages dont on parlait Amira, justement, à chaque fois il y a deux partenaires qui sont ensemble dans la mise en place et l'implémentation, la dissémination et la communication sur le projet, qui est un projet pilote. C'est un projet pilote. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, voilà. Donc, juste pour rappeler que c'est un projet pilote
qui touche plusieurs universités, pas justement que les universités, disons, très bien. Donc, je rappelle que c'est un projet pilote qui ne touche pas que la rive sud de la Méditerranée. Il faut savoir que la question du genre et de l'égalité et de la parité, qui n'est pas quelque chose de, comment dire, de négatif par rapport aux hommes. Hein. La construction, la question du genre, c'est de réfléchir sur la construction sociale de cette inégalité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais ce projet-là est pilote parce qu'il touche les universités, l'enseignement supérieur justement. Et on a commencé avec les pays partenaires de la rive nord. Il y avait des données, on a mis en place des données genrées aussi, qui est quelque chose de très important. Qui sont maintenant à la disposition de toutes les universités pour pouvoir les exploiter, pour montrer que c'est scientifique, c'est pas que une constatation sur le plan un peu littéraire, c'est pas un point de vue, mais c'est basé sur des données statistiques. Et quand on a commencé, donc nous, on était partenaires directs dans les deux work packages communication et implémentation de la cellule d'écoute pour pouvoir écouter les personnes, disons, toutes les parties prenantes de l'université. Hein. Quand je dis toutes les parties prenantes de l'université, et le projet touche ces parties prenantes, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants et le cadre administratif. Ce n'est pas un projet pour les femmes, c'est un projet pour l'université, pour toutes les parties prenantes de l'université, pour qu'il y ait, pour aider à une vie universitaire dans l'égalité, dans le partage, dans disons la mise en place, la valorisation de la compétence, disons, peu importe d'où elle vient. Donc voilà, et on a commencé effectivement au mois de mars en 2023 avec l'université de Mostaganem, et l'université de Constantine III. Et après, avec le temps, il y a eu un désistement de l'université de Mostaganem. On s'est retrouvés, nous, porteurs du Work Package 6, l'implémentation de la cellule d'écoute, et co-porteurs du projet de Work Package Communication. On s'est retrouvés tout seuls à mener les travaux au niveau de l'université de Tunis El Mana et au niveau du projet, jusqu'à ce que l'université de Constantine I arrive à notre rescousse. Et je dois dire que je suis contente, on nous sommes tous, toute l'équipe de l'université de Tunis El Mana, on est heureux et contents parce qu'on n'est pas que des femmes. Hein. Il ne faut pas avoir que, il faut pas penser que parce que c'est un projet d'égalité pour l'accès des femmes au poste décisionnel, qu'il n'y a que des femmes. On est tous, disons, préoccupés par la question de l'égalité et on travaille ensemble, main dans la main, pour pouvoir être, disons, mener nos sociétés vers un avenir, disons, meilleur, et pour la pérennisation de tous les résultats que nous avons réussi à mettre en place jusque-là. Et donc, voilà, je réitère mes remerciements parce que tout de suite, ils ont pris le projet en main. Avec l'université de Mostaganem, nous avons mis en place la charte graphique et tout ce qui va avec. Avec l'université de Constantine I, on est en train de mettre en place toute la campagne de sensibilisation et aussi on pense à la pérennisation des résultats du projet. Et puis aussi pour l'implémentation de la cellule qui va vraiment, à notre sens, puisqu'on est pilote dans ce Work Package, qui va vraiment aider à une écoute, disons, intéressante de toutes les parties prenantes de l'université. Et on pense aussi à la pérennisation après le projet, parce que vous savez, en 2026, le projet prend fin, mais on est en train de mettre en place les outils nécessaires pour pouvoir pérenniser et pour que on n'arrive pas comme la majorité des projets généralement Erasmus, quand le projet s'arrête, le budget s'arrête, enfin on arrête tout. Non, on est en train de faire en sorte qu'il y ait au-delà du projet un partenariat, d'où notre arrivée malgré les
les prérogatives que nous avons à Tunis. Et les engagements, voilà, merci. On est là pour soutenir l'Université de Constantine 1 et pour dire aussi que nous comptons sur l'université, toute l'équipe et vous-même présents, la gouvernance, pour pérenniser et faire de conventions pour aller plus loin et faire qu'il y ait des mobilités, d'échanges de formation, d'échanges de bonnes pratiques. Voilà, je pense que j'ai été très longue. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je donne la parole à Logna, qui est la coordinatrice administrative du projet. Il reste à dire. Voilà. Merci Halim, je pense que dire après ce qu'a dit Halim, je pense qu'elle a tout dit, sauf que je suis vraiment très ravie d'être ici parmi vous et je remercie le collègue, l'Université de Constantine 1, monsieur le recteur, pour l'invitation, pour l'accueil très chaleureux. Je voulais aussi, également vous passer le bonjour de monsieur le président de l'université qui aurait souhaité être là, mais qui malheureusement, pour des engagements de dernière minute, a dû reporter sa liste. Mais il promet d'être là la prochaine fois justement parce qu'on aura une convention à signer lors d'une cérémonie officielle, Inch'Allah. Voilà, on est très ravis d'être parmi vous et de faire partie de ce projet et que le collègue de Constantine 1 soit vraiment nos partenaires dans 2 work packages et vraiment elles ont été dès le début très coopératives et elles ont pris les choses en main et je vous souhaite une excellente conférence de lancement et une bonne continuation dans ce projet qui est très prometteur. J'espère qu'on aura de bons résultats et une pérennisation au-delà de 2026. Merci et bonne journée. Bon, pour commencer, je souhaite la bienvenue à tous les collègues, au nom de monsieur le recteur, à nos invités de l'université Tunis-Mana, au vice-recteur, aux doyens, aux collègues, à tous les enseignants, participants. Je vois que notre université prend en main un nouveau projet et on est entré en plein dedans directement, c'est We for Lead. Ce projet, il travaille dans, si vous voulez, l'égalité de chance et pour montrer surtout les compétences des différents collègues, que ce soit femmes ou hommes, sans distinction, sachant que notre université compte 70% de sexe féminin par rapport on va dire aux garçons. Donc l'avenir, ça va être quelque chose de jumelé, quelque chose de mosaïque. Et il faut donner la chance surtout à la compétence. Maintenant, pour ce qui est de pérenniser le programme We for Lead ou alors d'autres programmes, Erasmus+, au-delà de 2026, on n'est que preneurs, on n'est que ravis. Et aussi pour la convention qui va être signée entre les 2 universités, on sera plus que ravis et enchantés. Et puis on espère que ça ne s'arrête pas, que notre collaboration ne se traduit pas à travers qu'un seul projet, mais au-delà. Je n'ai rien à vous rajouter et je vous dis bonne chance pour ce qu'il y a à faire et merci. Salam alaikum. Moi, je m'excuse d'arriver en retard. Je suis arrivée un peu tard à l'université 1 et je me trouve engagée aussi dans ce projet. Dans ce projet que je viens de découvrir, donc, comme vous. Tout à l'heure, on avait déjà entamé avec nos partenaires la question du genre. La question du genre, et je disais donc à Halima que le problème il se pose plus à la maison qu'au travail. Et je crois, pour qu'on soit un peu libre et pour qu'on puisse accéder à des postes supérieurs, il faut qu'on se libère d'abord de nos charges domestiques d'abord et qu'on les partage avec nos partenaires à la maison. Voilà. Je crois qu'il faut agir dans ce sens. Mais personnellement, en étant tout à fait intégrée récemment donc, à ce projet, je n'ai pas encore réfléchi sur comment un acteur universitaire peut aussi aider à l'équilibre de ce genre, comment il peut construire l'équilibre entre hommes et femmes. Parce que même maintenant, s'il y a un plan
Si l'université doit adopter un plan, je crois qu'elle doit associer tous les acteurs concernés au sein de l'université, pas uniquement les décideurs. Parce qu'il y a des enseignants, il y a des travailleurs, il y a des associations qui, elles, peuvent faire beaucoup de choses, comme des œuvres universitaires, par exemple. On a toujours milité pour la question de la crèche, pour les femmes et les hommes aussi. Il n'y a pas que la femme qui est concernée par la crèche. Il y a même pour nos enseignants, pour nos travailleurs, pour qu'ils puissent être libres et travailler tout leur temps qui est alloué donc à cette charge-là. Et jusqu'à présent, donc, la question n'a pas été prise en charge. Donc il faut vraiment un engagement, il faut dépasser les ambitions. Il faut qu'on les dépasse et qu'on s'engage effectivement, oui, pour réaliser ce projet et pour le construire. Merci à tous et on verra ce que ça va donner. Oui, merci. Voilà, je réitère mes remerciements à tous nos collègues de l'université Tunis Al-Mana, Isabelle, les vice-recteurs et doyens. Et sans plus tarder, donc on laisse la parole à Isabelle qui est en ligne. Monsieur le recteur de l'université de Constantine I, Monsieur le recteur de l'université de Constantine III, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs des relations extérieures, de la pédagogie et de l'équipement de l'UCA, Madame la chargée de la coopération internationale de l'UCA, Madame la vice-recteure des relations extérieures de l'université de Constantine III, Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs des facultés et instituts de l'UCA, Mesdames et Messieurs les vice-doyens et sous-directeurs des facultés et instituts de l'UCA, chers membres du projet We for Lead des universités de Constantine I, Constantine III et Tunis Al-Mana, chers enseignants, formateurs et formatrices du projet We for Lead de l'UCA, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette conférence de lancement du projet We for Lead par l'université de Constantine I, qui, comme cela a été précisé tout à l'heure, a rejoint récemment cette dynamique collective de We for Lead. Et effectivement, je tiens tout d'abord à vous remercier, à tous et toutes, à l'université de Constantine I pour tout le travail déjà réalisé en si peu de temps, à la fois la qualité et la quantité du travail, dans le cadre de ce projet ambitieux et porteur. Car oui, cela a été dit à plusieurs reprises, mais je tiens à le souligner, ce projet We for Lead n'est pas un énième projet sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je préfère dire que c'est le projet. C'est le projet parce que c'est un projet qui fédère plusieurs universités, plusieurs pays, de façon assez inédite, autour de résultats de la recherche en sciences cognitives notamment, pour œuvrer vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans les universités et pour permettre justement à ce qu'il y ait davantage de femmes qui accèdent aux positions hiérarchiques les plus élevées dans ces universités. Et comme l'a rappelé Alima tout à l'heure, ce n'est pas un problème qui est lié à telle partie de la rive nord ou sud de la Méditerranée. C'est un problème international. Et c'est un problème international, d'autant plus que l'actualité nous le rappelle, avec, vous le savez, ce qui est en train de se produire actuellement au niveau des États-Unis, par exemple. Donc le projet We for Lead est d'autant plus aujourd'hui un projet important, un projet ambitieux, un projet nécessaire. Alors d'où vient ce projet? Bien, à l'origine de ce projet, il y a le consortium TETIS, dont vous faites tous et toutes partie. Ce consortium qui est un espace structurant de collaboration et de co-construction, grâce au consortium TETIS, mais aussi notamment à l'intervention importante de la Direction des Relations Internationales et de la gouvernance d'Aix-Marseille Université, nous avons pu mettre en œuvre avec tous nos partenaires le contenu de ce projet que nous avons ensuite soumis à l'Union européenne, qui en a accepté le financement à travers du projet Erasmus+. Alors, ce projet, il est très dense, il est très vaste, d'où son ambition. Cela a été mentionné, il y a de nombreux work packages, mais qui sont tous intercorrélés, qui ont chacun leur objectif très spécifique, mais en interaction avec tous les autres. Cela a été mentionné, un projet comme celui-ci doit s'ancrer sur de l'objectif et pas uniquement sur des opinions et sur des « on pense qu'il y a peut-être un problème d'inégalité ». Les inégalités, elles doivent d'abord être objectivées. Et objectivées par quoi? Par les données genrées.
C'est la raison pour laquelle le Work Package 2, évaluation et données genrées, a permis de mettre en œuvre dans chacune des universités partenaires la collecte et l'analyse des données genrées pour quantifier l'inégalité entre les femmes et les hommes en termes d'effectifs, en termes de recrutement, en termes d'accès aux positions les mieux rémunérées et justement en termes d'égalité ou d'inégalité de rémunération salariale. Cette collecte analyse des données genrées est fondamentale et sa pérennisation est tout aussi fondamentale et nécessaire et c'est ce que nous avons réussi à mettre en œuvre dans toutes nos universités. La communication et la sensibilisation, c'est un work package fondamental également dans We4Lead parce que nous devons expliquer, nous devons communiquer, nous devons sensibiliser sur l'importance et l'intérêt des actions qui sont mises en place et sur leur fondation scientifique. Car oui, We4Lead repose sur les résultats de la recherche la plus actuelle, permettant de comprendre comment c'est possible que notamment les stéréotypes et les stéréotypes de genre, eh bien, confinent encore aujourd'hui, comme cela a été répété tout à l'heure, peut-être les femmes encore un peu trop à la maison, alors qu'elles ont toute leur place, car toutes leurs compétences dans le domaine du travail, notamment à l'université, compétences scientifiques et compétences en leadership avérées et pourtant bien souvent sous-estimées. Donc le rôle du Work Package 3, dans lequel UCA a une part importante avec nos collègues de l'UTM, c'est un Work Package fondamental pour la réussite, mais aussi la pérennisation du projet We4Lead. Le Work Package 4 a pour ambition de mettre en œuvre un cadre institutionnel pour en effet institutionnaliser les actions qui vont être mises en place dans le cadre de We4Lead pour œuvrer vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. La mise en place d'un plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes a pour ambition en effet de faire en sorte que les actions de ce plan vont être reconnues au niveau institutionnel, valorisées et même parfois introduites dans le règlement intérieur lorsque cela est nécessaire de chacune de nos universités. Donc ce plan égalité femmes-hommes possède notamment un axe important qui porte sur l'équilibre entre le temps de vie personnel et le temps de vie professionnel, parce qu'en effet, tant que nous n'aurons pas cet équilibre et un équilibre genré, nous aurons toujours des difficultés à mettre en place les actions en faveur de l'égalité, y compris au sein de nos universités. Le Work Package 4 comprend également la mise en place des cellules pour la parité. Là aussi, l'institutionnalisation, c'est-à-dire la reconnaissance et la valorisation et la mise en place d'un budget dédié avec des personnels dédiés pour la parité, donc pour la mise en œuvre des plans d'action, est nécessaire pour que ces actions ne restent pas juste ponctuelles et donc durant uniquement la durée du financement du projet. D'où également l'importance de la pérennisation qui a été évoquée tout à l'heure. Le Work Package 5, formation. Un double objectif, former les collègues, enseignants et enseignantes, mais aussi les collègues qui occupent d'ores et déjà des positions à haute responsabilité dans les universités. Donc, former tous ces collègues à l'influence des stéréotypes de genre et leur rôle dans les inégalités qui demeurent à différents niveaux dans nos universités. Car l'égalité, ce n'est pas uniquement la parité en termes d'effectifs, c'est bien s'assurer qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans les postes les plus importants, les plus hiérarchiques, les plus décisionnels, et avec bien sûr la rémunération salariale qui va avec. Dans ces formations, basées encore une fois sur les résultats de la recherche, ce ne sont pas des formations idéologiques, ce ne sont pas des formations basées sur l'opinion, ce sont des formations basées sur les résultats de la recherche qui montrent comment ces biais de genre influencent souvent de façon inconsciente et implicite, les femmes comme les hommes, et influencent leur prise de décision, parfois à la défaveur des femmes, alors que la compétence est là. Également, ce sont des formations sur le leadership féminin. Non pas qu'il s'agisse de montrer que les femmes ont un leadership différent de celui des hommes, non, en fait, il peut être tout à fait comparable, mais c'est bien justement reconnaître le leadership chez les femmes, là où on a plutôt tendance à le sous-estimer. Donc ces formations sont fondamentales. Je vous donne juste un exemple de réussite dont nous avons les chiffres tout récents à Aix-Marseille Université. Ces formations ont permis d'augmenter considérablement le nombre de femmes professeurs des universités en sciences dites dures. En effet, avant la mise en place de ces formations,
nous avions en moyenne que 14% de femmes recrutées professeurs des universités en mathématiques, en physique, en informatique et en mécanique. Depuis la mise en place de ces formations, nous sommes passés à 50% de femmes recrutées professeurs des universités à Aix-Marseille Université dans ces disciplines dites sciences dites dures où en effet la sous-représentation des femmes est assez problématique à Aix-Marseille Université, mais plus généralement en France. Donc ces formations sont efficaces, nous en avons aujourd'hui la preuve empirique. Et puis un dernier work package, tout aussi fondamental, le work package qui a pour vocation de mettre en place des cellules d'écoute dans chacune de nos universités pour traiter les situations en termes de harcèlement, de violences sexuelles et sexistes. Ce sont finalement des moyens pour assurer un environnement de travail serein pour permettre justement à chacun et à chacune d'utiliser pleinement ses compétences pour gravir les échelons dans l'université. Et puis, les deux autres work packages, assurance qualité, qui permet de s'assurer justement de la grande qualité des livrables qui sont d'ores et déjà reconnus par l'Union européenne à ce stade. Nous n'avons que des feedbacks positifs et nous sommes très heureux de cela. C'est assez motivant pour nous et c'est important car We Follow Need est certes un projet intéressant, mais c'est un projet qui est difficile, mais qui reste motivant grâce justement à tous ces feedbacks positifs que nous avons de toutes parts. Et puis le dernier work package, le work package dissémination et valorisation, qui va justement permettre cette pérennisation de notre projet parce qu'il permet de faire connaître, d'en faire connaître des actions phares mises en place et les résultats qui sont d'ores et déjà tangibles. Alors, quelques exemples de livrables, parce que c'est quand même 34 livrables, We for Lead. C'est assez ambitieux, 34 livrables en simplement 3 ans. C'était même peut-être un petit peu trop ambitieux, c'était un petit peu la difficulté qui a été la nôtre quand on a commencé à mettre en place les différentes actions au sein des work packages. On s'est tous dit à un moment donné, on a beaucoup de livrables quand même, ça fait beaucoup. Et puis finalement on y arrive et on se rend compte d'ailleurs que tous ces livrables ont été bien pensés et qu'ils sont nécessaires et que leur interrelation va permettre la réussite de ce projet parce que pour tendre vers davantage d'égalité entre les femmes et les hommes, on comprend bien que ce n'est pas simplement en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans qu'on va y arriver, c'est sur du long terme. Et donc l'ensemble de ces livrables va permettre justement la durabilité des actions et permettre leur efficacité sur du long terme. Donc déjà en termes d'outils, des livrables essentiels, le manuel des données genrées, qui va permettre l'institutionnalisation, et c'est déjà réalisé, de la collecte des données et des indicateurs de parité. Parce que collecter les données, c'est bien, les analyser, c'est mieux, et en faire un outil de diagnostic et de pilotage des politiques de nos universités, c'est encore mieux et c'est bien l'objectif. Un tableau de bord interactif qui existe déjà à disposition maintenant de toutes nos universités, qui permettent de voir l'état des lieux, de le voir évoluer cet état des lieux en fonction des actions que nous mettons en place, et puis de faire une comparaison inter-établissement. Ça permet de maintenir la dynamique de tout ce que nous mettons en place. Et puis nous avons des guides importants qui permettent de tracer la route, de donner des recommandations, de faire un bilan aussi des actions qui sont mises en place. Alors un guide pour mettre en place des cellules d'écoute performantes, c'est un guide, et je salue d'ailleurs tout le travail de nos collègues de l'UTM qui ont travaillé pendant plusieurs mois sur la mise en place de ce guide, en prenant justement appui sur le retour d'expérience des quelques universités qui avaient déjà mis en place ce genre de cellules. Mais tout ça est très récent en fait, on est vraiment dans un balbutiement partout à l'international de ce genre de cellules. On est sur le premier retour d'expérience qui est assez positif et qui permet de comprendre ce qui marche et ce qui marche moins bien. Et puis bien sûr, des guides pour la rédaction de plans égalité femmes-hommes, de plans égalité qui soient adaptés à nos universités, adaptés à nos cultures, adaptés à nos pays, ça c'est extrêmement important. Et puis bien sûr, la mise en place et le fonctionnement de nos cellules parité qui vont permettre justement la pérennité de toutes ces actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Parce que l'on soit bien clair, s'il n'y a pas dans chacune de nos universités des personnels dédiés et rémunérés ou valorisés pour la mise en place des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes, et bien une fois le projet terminé, tout cela risque fortement de disparaître en raison d'autres priorités et puis du manque de financement pour faire vivre tout cela.
Donc, l'importance de l'institutionnalisation de ces cellules parité est donc d'une évidence absolue pour maintenir l'égalité entre les femmes et les hommes et rendre tout cela pérenne. Et puis les formations, donc dans les livrables importants, nous avons mis en place un guide qui permet de comprendre quelles sont les conditions d'efficacité des formations pour sensibiliser notamment les jurys, c'est-à-dire les membres des comités qui participent aux décisions en termes de recrutement ou en termes de promotion au sein de nos universités. Comprendre comment c'est possible que des biais cognitifs, comme liés au genre, peuvent vous empêcher parfois d'évaluer à leur juste titre, à leur juste valeur, les compétences des femmes comme celles des hommes en fonction des positions vers lesquelles ces personnels présentent leur candidature. Des formations également pour mettre en place du mentorat qui va permettre de construire des réseaux professionnels performants pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Du recrutement actif. Alors le recrutement actif ne consiste absolument pas à recruter systématiquement des femmes par rapport aux hommes, pas du tout. Le recrutement actif va donner la même chance aux femmes et aux hommes, et pour donner la même chance aux femmes et aux hommes, encore faut-il avoir un réseau proactif qui permet de faciliter la candidature des femmes sur des postes où habituellement elles ne se présenteraient pas peut-être de manière spontanée. Donc c'est plutôt aller les chercher, les encourager à candidater sur des postes où habituellement elles ne le font pas. Et puis, bien évidemment, en termes de formation, nous devons former sur le harcèlement à caractère sexuel. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de cela? Que nous dit la loi dans chacun de nos pays, de nos universités? Quels règlements peut-on mettre en place par rapport à cela? Et quel accompagnement efficace peut-on apporter aux collègues qui seraient éventuellement victimes de ce type de comportement déviant dans nos universités? Donc tous ces livrables sont conçus certes pour être utilisés par les partenaires de We4Lead, mais aussi plus largement par toutes les universités et de tous les pays. Enfin, la réussite du projet We4Lead passe par la réussite de ce projet au sein de chacune de nos 9 universités partenaires. Ça, c'est absolument fondamental. La réussite ne peut se faire que si le collectif réussit. Et chaque université va réussir dans la mise en place du projet We4Lead et dans sa pérennité si l'ensemble des instances, des instituts, des laboratoires, des composantes et bien sûr si l'ensemble des membres de la gouvernance des universités donnent du poids à ce projet, l'institutionnalisent, le valorisent et y croient. Et en effet, We4Lead, c'est promouvoir et mettre en place les actions, suivre les formations qui sont proposées par We4Lead, parce que si finalement les personnels ne s'inscrivent pas aux formations ou ne les suivent pas, eh bien nous aurons échoué. Donc les mettre en place, c'est bien, les suivre, c'est mieux. Participer aux campagnes de sensibilisation au harcèlement à caractère sexuel, tout cela est d'une évidence absolue. Mais ce n'est pas si évident que cela, parce que vous l'avez bien compris, le contenu des livrables de We4Lead peut parfois bousculer, puisqu'on parle de transformation, on parle de transformation parfois des mentalités, on parle de transformation des comportements et on parle de changement de nos habitudes. Il est important aussi d'aider à constituer un pool de formateurs et formatrices pour pérenniser les formations. Les formations ne doivent pas reposer que sur quelques personnels dans nos universités. Il est important de maintenir un pool suffisant pour être en capacité de former l'ensemble de nos personnels. Donc, aider également à constituer un pool informel et pluridisciplinaire d'experts et d'expertes, notamment, par exemple, pour donner des conseils sur la prise en compte de la dimension en genre dans les projets de recherche. Vous savez que c'est devenu, le genre, pour les projets financés par la Commission européenne, un critère d'éligibilité au financement, notamment du programme cadre Horizon Europe. Et puis former aussi pour utiliser les indicateurs de parité, les utiliser de manière systématique pour non seulement certes réaliser un bilan annuel de la situation femmes-hommes, mais être capable d'analyser ce bilan et d'en tirer des leçons. Participer aux demandes d'évaluation d'actions, de formation ou d'événements, parce que tout ce qui est mis en place dans le cadre de We4Lead, eh bien on demande un retour d'expérience, on demande un retour de participation pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui doit être amélioré. Donc nous avons besoin que tout le monde participe lorsqu'on sollicite pour avoir un retour d'expérience sur ce qui est mis en place. Voilà. Et évidemment, le maître mot, pour conclure, c'est pérennité. C'est la pérennisation du projet We4Lead. Et pour être pérennisé, notre projet a besoin d'être visible à la fois au niveau national et au niveau international. Alima l'a rappelé tout à l'heure,
toutes les universités aujourd'hui membres de We4Lead, alors même que nous sommes dans la dernière année de notre projet, ont à cœur de trouver des solutions à la fois financières, institutionnelles, politiques et autres, qui vont permettre de faire en sorte que ce projet perdure après février 2026, c'est-à-dire après l'arrêt du financement par Horizon Europe. Nous comptons tous et toutes sur vous. Et le mot de la fin pour moi, c'est pour vous, collègues de UC1. Je voudrais vraiment vous dire à quel point nous sommes tous et toutes reconnaissantes que vous ayez intégré le projet We4Lead. Après un an de mise en place déjà de ce projet, votre présence, votre intervention, vos activités concrètes de qualité dans ce projet sont essentielles pour nous et en fait, je vais vous le dire très clairement, vous avez sauvé le projet We4Lead car sans vous, le projet n'était plus éligible au financement européen. Donc, merci. Et puis encore une fois, merci pour la qualité d'un travail difficile et en si peu de temps. Voilà, et bonne vie à notre projet. Merci à toutes et tous. Monsieur le recteur, mesdames, monsieur les vice-recteurs de l'UC1, mesdames et messieurs les doyens de l'UC1, chers collègues du corps administratif et académique, chers invités d'ici et d'ailleurs, honorable assistance, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un travail, un exposé dans le cadre du projet CBHE We4Lead intitulé Parité en action, focus sur les avancées de l'Université de Constance. Donc, le travail sera orchestré en deux temps. Le premier sera une vision générale sur la présence de la femme dans l'enseignement supérieur, puis je vais bifurquer vers tout ce qui est statistique qui concerne l'Université de Constance. Donc, depuis l'indépendance du pays, la présence de la femme dans la vie sociale et professionnelle a enregistré une augmentation conséquente. L'administration, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, l'entrepreneuriat, l'ingénierie et d'autres secteurs ont été marqués par la jante féminine, à la fin, comme actrice du développement sociétal, culturel et économique du pays, en occupant du simple poste vers les postes supérieurs. Donc l'Algérie s'est dotée au fil des années d'un cadre juridique institutionnel destiné à promouvoir l'égalité dans les sexes, dans le monde du travail, y compris dans l'enseignement supérieur. La Constitution garantit le principe d'égalité, donnant aux femmes le droit d'occuper des fonctions publiques et d'accéder à l'éducation à tous les niveaux. Donc, pour le code du travail, elle garantit l'égalité d'accès à l'emploi et interdit toute discrimination. À partir donc de 2016, il y a une révision constitutionnelle qui stipule à l'article 36 que l'État œuvre à promouvoir la parité homme-femme sur le marché de l'emploi. L'État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques, ainsi qu'au niveau des entreprises. Ces nouvelles dispositions visent à valoriser l'insertion des femmes sur le marché du travail et à faciliter leur accès aux postes de responsabilité. L'Algérie également s'est engagée dans les conventions internationales, donc avec la ratification de la CEDEAO, convention de l'OIT et l'engagement envers l'ODD 5, donc les objectifs du développement durable sur l'égalité des sexes. À l'université, donc, l'université algérienne a connu une profonde transformation en matière de genre. Les femmes représentent aujourd'hui plus de 60% de l'effectif des étudiants, témoignant d'une volonté publique et une ambition collective et individuelle à l'égard d'un progrès effectif inclusif au sein de l'université. Depuis les années 80, donc le début de la féminisation progressive de l'université algérienne, on a vu à partir des 2020, il y a eu une atteinte de parité vers 52% d'étudiants qui dépassent en faveur des femmes et en 2024, nous avons 63% d'étudiants inscrits dans les universités et les établissements universitaires. Cette évolution résulte de plusieurs paramètres, plusieurs facteurs qui sont le soutien familial croissant à la poursuite des études universitaires, la réussite scolaire féminine au baccalauréat et l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les filles. Concernant donc l'enseignement supérieur, donc les femmes investissent progressivement les filières scientifiques et technologiques. Donc nous avons 63% d'effectifs universitaires en Algérie, atteignant les 80% dans certaines filières comme la médecine, les sciences biologiques également et les langues.
Nous avons un corps enseignant et personnel administratif qui dépasse les 42, voire 44% du personnel des universités. Pour les filières STEM, nous avons 54% des diplômés en sciences et technologies, ingénierie, mathématiques sont obtenus par les femmes et nous avons donc un pourcentage de 48% des ingénieurs qui est l'un des plus hauts des taux mondiaux. En matière de la recherche, nous avons 45% des chercheurs sont des femmes, avec plusieurs femmes ayant obtenu des brevets d'invention. Donc, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a engagé plusieurs actions visant à favoriser la place des femmes dans les secteurs académiques à travers des concours de recrutement et d'accès aux postes d'enseignants, chercheurs, administrateurs à part d'égalité. Donc, une formation et sensibilisation sur le genre, la gestion inclusive et la lutte contre les stéréotypes. Les projets genre, on y est donc avec WeForLead, qui développe des cellules de genre et participe à des projets de recherche où il y a une égalité hommes-femmes et l'encouragement de la recherche féminine. L'université de Constantine donc, abrite sur les 29 000 étudiants algériens universitaires, nous avons 62% de femmes par rapport aux garçons qui sont à 38%. Si je représente les étudiants en matière de faculté et institut, nous avons une majorité de filles dans la quasi-totalité des instituts et facultés, mis à part l'ISTA et les sciences exactes. Pour la formation doctorale, pour le 3e cycle, sur les 173 thèses soutenues de janvier 2024 jusqu'au 31 avril 2025, nous en avons 140 femmes ayant décroché donc, le diplôme de docteur par rapport à 33 hommes, donc qui fait 80% donc, des soutenances. Pour l'encadrement pédagogique, donc, à travers le grade universitaire, nous avons 1663 enseignants répartis sur 6 grades. Donc nous avons la majorité des enseignants sont des femmes, mis à part au niveau donc, du grade de professeur. La représentation des enseignants par faculté et institut, nous avons une majorité d'enseignantes, mis à part sciences et techno et l'ISTA, avec une majorité écrasante pour les sciences de la vie et les sciences exactes. En matière de direction de laboratoire par faculté, nous avons 67 structures de recherche, dont 19 sont des directrices de laboratoire. Donc nous avons du 100% pour les lettres et les langues, 100% pour INATA. Pour l'INATA, donc nous avons 3 laboratoires, chapeautés par 3 femmes. Et pour les lettres et langues, nous avons 6 laboratoires, donc chapeautés tous les 6 par des femmes. Nous avons les sœurs de la Terre qui sont à 100% hommes. En matière de brevets retenus pour l'année 2024, donc nous avons, alors pour les dépôts de brevets, on en a 41, donc on a 7 brevets retenus et les 7 sont décrochés par les femmes. En matière d'encadrement administratif, nous avons plus de 1744 employés au niveau de l'université, mais à part d'égalité. Pratiquement, nous avons 49 femmes pour 51 hommes. Pour les postes et les chefferies administratives, nous avons donc 149 postes supérieurs avec 72 femmes et 77 hommes. Pour les postes de responsabilité supérieure, là nous avons 4 vice-rectorats, dont 3 sont chapeautés par les femmes, donc ils sont vice-recteurs chargés de la recherche, la post-graduation, voyages généraux et relations extérieures, et un seul vice-rectorat, donc chapeauté par M. Mahadet. Donc, pour les instituts et facultés, nous avons, sur les 9 instituts et facultés, nous avons 2 doyennes et donc, femmes par rapport aux autres facultés, donc 7 hommes. Donc, la présence des femmes est marquante, elle occupe des postes d'enseignants-chercheurs, directrices de structures de recherche, assure l'encadrement en post-graduation, occupe des postes clés dans les hautes sphères de l'université, elle est gestionnaire des structures administratives, des bibliothèques, chef de service. La disparité réside dans la représentation forte masculine dans les domaines tels que sciences et techno, sciences de la Terre, qui affichent une représentation masculine significative plus élevée. Il y a d'autres domaines qui sont équilibrés pratiquement ou à prédominance féminine, qui sont de la nature, les langues, etc., où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. La parité homme-femme dans l'université algérienne illustre une double réalité.
D'un côté, un progrès indéniable en matière d'accès aux études, de l'autre, l'accès est remarquable à certains postes de responsabilité. L'Algérie dépasse plusieurs pays du monde quant à l'égalité des chances, mais un effort est souhaitable pour les postes de responsabilité supérieure. Il devient essentiel de mettre en place des mécanismes de soutien à la conciliation entre la vie professionnelle et familiale qui pourraient contribuer à l'évolution plus rapide vers une véritable égalité. Ces éléments que je viens d'exposer montrent que les femmes algériennes sont aujourd'hui des actrices incontournables dans les universités. Leur contribution est reconnue comme un moteur clé pour le développement national et la modernisation de l'enseignement supérieur, participant ainsi éclairement à la construction d'un avenir scientifique, éducatif et social plus égalitaire et plus dynamique pour l'avenir. Je terminerai par une parole sage d'une figure emblématique de la vie de Constantine, c'est bien Gérard Novalis, qui dit « Former un garçon, c'est former un individu, mais former une fille, c'est former une nation. » Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Il y a eu des réclamations de l'assistance de part et d'autre qui demandent au changement du projet et de changer le W en M. J'ai pas entendu. Ils veulent changer quoi? Donc, ils ont réclamé, il y a quelques doyens, il y a quelques collègues qui ont réclamé et qui demandent le changement du W de Women en M, and Men Empowerment. Parce qu'ils disent qu'au final, il y a un pourcentage plus élevé de femmes que d'hommes, donc ils réclament leurs droits. Ça va noter la réclamation, c'est bon. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans ce sens, Monsieur Belal, vous voulez intervenir? Khaled. Donc, je vais passer la parole à un collègue. Bonjour Madame Isabelle. Je vous remercie pour votre présentation. Bonjour chers assistants et collègues. Bon, si vous avez vu un petit peu les statistiques à Constantine 1, vous voyez que vraiment on est très loin par rapport aux femmes. Mais bon, c'est par rapport, je crois, il y a d'autres paramètres parce que il y a beaucoup d'hommes qui quittent les études en Algérie. Il y a un problème d'études. Et bon, c'est d'autres choses que je ne veux pas parler maintenant. Bon. D'accord. Bon, si je prends mon exemple de ma faculté de SMV en biologie. On a 34 parcours, 14 licences et 20 masters. La majorité, c'est des femmes qui sont responsables de spécialités. Vous voyez? Ben, je demande maintenant aux femmes qui sont responsables et qui sont mariées, comment elles font pour gérer tout ça. Et là, je demande, il y a une recommandation que, bon, je demande en Algérie que les hommes, comment dirais-je, qui aient leur droit pour un congé parental pour les aider à la maison maintenant. Parce que ici en Algérie, quand la femme accouche, bon, l'homme il travaille, peut-être il prend juste 3 jours. Bon, maintenant je demande comme les pays nordiques un congé parental de 3 mois ou de 150 jours si vous voulez, pour que je puisse l'aider parce qu'elle est responsable de spécialité. Moi, ma femme elle travaille à la faculté des lettres, elle est responsable de spécialité à l'anglais. Bon, quand elle va accoucher prochainement, bon, je demande d'avoir un congé parental. Alors, écoutez, c'est une très bonne demande. Alors, par contre, il ne suffira pas d'accéder à la demande. Vous m'entendez ou pas? Oui. Bien sûr, on t'entend très bien. Derrière, il y aura besoin d'accompagner un petit peu vers le changement parce que si je vous donne le retour d'expérience de mon université, le congé parental pour les hommes existe, sauf qu'ils ne le prennent pas.
Voilà. Il a combien de temps? compris. Donc, c'est tout récent, le congé parental existe pour les papas, sauf que les papas n'ont pas encore pris le réflexe, l'habitude de le prendre. Donc, ce qui fait que c'est toujours madame qui, dans cette période-là, se retrouve à jongler entre la maison et ses responsabilités d'encadrement à l'université. Voilà. Donc, on a beaucoup à faire encore pour changer ces mentalités. Mais vous avez raison, la première chose, c'est qu'il faut quand même que les dispositifs existent, parce que s'ils n'existent pas, on ne peut pas les saisir. Mais une fois qu'ils existent, par contre, il faut amener les collègues à s'en saisir et à les prendre, ces congés parentaux. Voilà. Isabelle, et quelle est la durée du congé parental en France? Alors écoute, c'est une bonne question, il semble que ça a rechangé encore. Donc je ne voudrais pas te dire une bêtise. Je vais demander à la DRH de m'envoyer les textes. Je te dirai. D'accord, parfait, merci. Sabrina, tu veux intervenir? Donc il y a aussi Sabrina qui veut intervenir. Parce qu'en fait, on en a plusieurs, il y a plusieurs types. Donc je t'enverrai les bons, peu importe la formule, pour l'instant, c'est pas pris. D'accord, merci Isabelle. Je passe la parole à Sabrina. Voilà. Donc, merci Isabelle, merci Elena, merci pour tous les gens présents ici. Voilà, moi je préfère plutôt intervenir tout en spécifiant que les résultats ou bien les statistiques montrées tout à l'heure montrent, c'est vrai que ça montre qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais pas dans les postes supérieurs. Donc, on a là les postes décisionnels. Dites-moi si je me trompe, mais à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler d'une rectrice en Algérie. Peut-être qu'il y avait une seule rectrice depuis l'indépendance de l'Algérie. Alors, on ne parle pas des autres postes supérieurs. Voilà. Donc, je tiens à préciser que toujours il y a une dominance d'hommes par rapport aux femmes. Et la dominance la plus importante, c'est celle à la maison. Comme Madame Sahraoui a mentionné tout à l'heure. D'ailleurs, vous avez mentionné que même en France, lorsqu'ils ont donné des congés un congé parental aux hommes, donc ils l'ont refusé, ils ne le prennent pas. Voilà. Donc, ils ne le prennent pas. Voilà, ça explique tout. Ça explique tout. Voilà, merci Isabelle. Il y a toujours un manque, il y a toujours quelque chose à améliorer. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Et en fait, ce qui est intéressant justement avec WeForLead, c'est en utilisant les mêmes indicateurs justement, de pouvoir comparer la réalité des chiffres entre nos 9 universités. Et en fait, on voit tous les points communs. Malgré toutes nos différences qu'il peut y avoir en lien avec nos fonctionnements institutionnels, parce que nos universités ne fonctionnent pas pareil, nos cultures sont un petit peu différentes aussi, et bien malgré ces différences, nous avons un point commun majeur, qui est exactement ce que vous venez de dire, la sous-représentation des femmes au poste décisionnel, y compris lorsque le vivier est là. Voilà. Donc on ne peut pas dire le vivier n'est pas là, c'est pour ça qu'elles ne sont pas au poste de plus haut niveau. Non, le vivier est là, et bien elles n'y sont pas. Et c'est pas faute pour certaines d'entre elles de candidater. Donc ce n'est pas, entre guillemets, que de l'autocensure. Il y a autre chose. Voilà. Et ça traverse toutes nos universités, tous nos pays. Et c'est pour ça qu'en fait, les travaux sur les biais cognitifs, en fait, nous aident beaucoup. Nous aident beaucoup justement pour faire la sensibilisation, de la formation, pour comprendre comment ces différences qui sont liées au genre, en fait, comment ça peut nous empêcher de voir les mêmes compétences chez les hommes et les femmes. Voilà, ce sont vraiment des biais cognitifs, donc il y a beaucoup de travaux dessus qui permettent de comprendre le fonctionnement de la mémoire, le fonctionnement de l'attention, et comment ces biais, en fait, alors même qu'on peut être évidemment très objectif et expert dans nos disciplines respectives, et bien lors de process de recrutement ou de promotion, et bien on va à tort évaluer différemment la compétence d'un homme et d'une femme en raison de la discipline scientifique qui est derrière ou de la responsabilité qui est l'enjeu de la promotion ou du recrutement. Voilà, donc ça contribue à la fois à reproduire les inégalités, à les maintenir, mais aussi à les exacerber. On s'attendait comme on l'a fait pour la conférence de lancement au niveau à Tunis.
c'est de faire la signature de la charte d'engagement, parce que l'objectif, comme l'a rappelé Isabelle, c'est en fait l'engagement de la gouvernance pour l'égalité, pour l'accès des femmes aux postes décisionnels. Et c'est un projet qui mise énormément sur l'engagement, et cette charte-là, elle est là pour aider, pour déjà exploiter les résultats de ce projet, parce que comme l'a rappelé également, dans ce projet il y a des données genrées, on est bientôt à la fin du projet, il y a des données genrées qu'on pourrait exploiter. On a mis en place un certain nombre de formations, plusieurs types de formations qui doivent être disséminées et prises en main par les universités et aussi par les enseignants. Les formations s'adressent à tout le monde, à toutes les parties prenantes de l'université, c'est-à-dire les enseignants, les administratifs et surtout les étudiants. Et il y a également, ce qui est important aussi dans ce projet, c'est l'implémentation des cellules. Cellules parité, cellules contre le harcèlement. Harcèlement alors qui s'adresse, vous savez, la réalité dans les universités, on a ça aussi. Vous pouvez appeler votre cellule égalité, cellule d'écoute, parce que c'est ça l'objectif. Je rappelle que l'objectif et aussi le rôle de ces cellules-là, ce n'est pas d'imposer, mais de sensibiliser, de former et d'accompagner toutes les parties prenantes de l'université. Voilà, j'essaie de... Et nous, en Tunisie, on est en train aussi d'avancer, en fait, comme en France, à Madrid, en Italie et au Liban. On essaie d'avancer petit à petit pour pouvoir profiter de ces formations, faire de la dissémination, faire de la communication, pour que tout le monde se mette ensemble pour une vie universitaire où il fait bon vivre. Voilà, dans l'égalité et le respect. Voilà. Saine. Bonjour monsieur le recteur. Ça va très bien et vous? Merci d'être là. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Donc, et vous, à votre présence, on l'a vu pour Constantine 3, maintenant Constantine 1. Vous êtes partout en effet, et heureusement que vous êtes partout. Cher monsieur le recteur. Pardon? On se trouve Constantine 3. Maintenant, je suis à Constantine 1 et c'est un honneur pour moi d'être lecteur à l'université mère. Très bien, très bien. Merci. Parfait, merci beaucoup.